messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard apporté à la diffusion de cette édition de 20h, dont voici les titres. Programme spécial de rénovation des sites religieux. La grande mosquée de Pékin sera reconstruite à hauteur de 600 millions de francs CFA. Elle sera bâtie sur une surface de plus de 1700 mètres carrés et pourrait accueillir 2500 personnes. Baisse du budget du ministère de l'Industrie et des Mines, près de 5 milliards, dû à la réalisation du parc industriel de Diamniadio, qui est à sa phase finale. Le budget du ministère du Renouveau urbain, pour sa part, est en hausse, en bond de plus de 49 milliards. Les adieux du général Mahamadou Sow, après 39 ans de service, dont 4 à la tête de la Grande Mouillette. L'ex-chef d'état-major général des forces armées quitte l'institution militaire avec tous les honneurs. Il passera le témoin vendredi à son successeur. Melon d'eau Oural en Wolof, antioxydant préventif contre certains cancers, de la prostate notamment, et les maladies cardiovasculaires. La pastèque qui est au menu ce soir, riche en fibres qui permettent de réguler le transit et faciliter la digestion. Que de bons points dans la rubrique santé, tout sur les vertus de ce fruit de saison, plein de nutriments et qui nourrit son homme. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous démarrons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Oumar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 30 novembre 2016 à 10h au Palais de la République. Entamant sa communication autour de la gouvernance et de la coordination des programmes de développement territorial, le chef de l'État rappelle au gouvernement l'importance primordiale qu'il accorde au développement durable et équitable des territoires. En effet, en vue d'améliorer de manière notable l'équipement des localités, le bien-être des populations et bâtir le Sénégal urbain du futur, le président de la République a initié dans la dynamique des conseils des ministres délocalisés de nouveaux programmes innovants et performants et engagé l'aménagement et le développement de nouveaux pôles urbains, universitaires et touristiques. Dès lors, le chef de l'État demande au Premier ministre, dans une logique de consolidation de l'attractivité durable du territoire, de mettre en place un cadre interministériel de gouvernance et de coordination des programmes de développement territorial, notamment le PUDC, les Promovilles, le PUMA, les projets urbains des collectivités territoriales et des agences de développement. En outre, le président de la République indique au gouvernement la nécessité de doter les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose d'un statut spécial qui intègre leur mode d'organisation et de fonctionnement ainsi que leur régime financier sur la base d'un cadre législatif et réglementaire adéquat. Rappelant par ailleurs ces directives relatives à l'urgence de déployer des mesures concertées pour un aménagement préventif optimal du littoral national, le chef de l'État demande au gouvernement d'examiner les modalités d'aménagement et d'exploitation de la Grande Côte, de Dakar à Saint-Louis, en vue de valoriser davantage les zones côtières concernées. Il a en outre exigé du gouvernement l'élaboration d'un plan rigoureux et cohérent de protection du littoral national en général et de la Grande Côte en particulier. À ce sujet, le président de la République demande également au Premier ministre de lui faire un rapport circonstancié sur la situation foncière et immobilière le long de la bande des Filao, qui fait l'objet d'une grande convoitise suite à la réalisation de la nouvelle voie de dégagement nord VDN. Abordant l'amélioration du fonctionnement des structures sanitaires et l'accès des populations à des soins de qualité, le chef de l'État demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'accélérer la mise en place des services d'accueil et d'urgence SAU dans les établissements publics de santé et de procéder à l'actualisation de la tarification officielle des consultations et services offerts par les structures sanitaires publiques et privées. En outre, le président de la République invite le gouvernement à examiner, en rapport avec tous les acteurs concernés, les modalités pratiques de la mise à disposition de plateaux techniques standards de plateaux techniques de standard international au niveau des structures hospitalières, à mettre en œuvre un plan de redéploiement de médecins généralistes et spécialistes dans toutes les régions du pays. Par ailleurs, le chef de l'État indique au gouvernement l'impératif d'accorder une attention particulière au secteur de la pharmacie en veillant à l'amélioration des conditions de sécurité des officines et à l'interdiction stricte de la vente illicite de médicaments de la rue. Concluant sur ce point, le président de la République invite le gouvernement à réfléchir à la mise en place d'un mécanisme national de régulation des services de santé en vue d'un meilleur contrôle technique et d'une évaluation permanente de la qualité des soins de santé offerts aux usagers.
Appréciant par ailleurs les réalisations remarquables en matière d'énergie renouvelable, notamment dans les 2 centrales solaires à Bokhol et Malicounda, et les 4 autres prévues pour 2017 à Taïba Ndiaye, Mérina Dakhar, Meouane et Kaon, le chef de l'État exhorte le gouvernement à promouvoir l'autonomisation électrique des structures et édifices publics par le recours progressif aux énergies renouvelables, en particulier le solaire. Le gouvernement devra également, en relation avec les collectivités territoriales et Sénélec, intensifier la mise en œuvre du programme national d'éclairage public par le solaire. Ces efforts doivent être poursuivis pour assurer, dans un avenir rapproché, la résilience de notre pays dans le secteur de l'électricité. Poursuivant sa communication autour du développement de la formation continue des agents de l'État, un pilier de la modernisation de l'administration, le président de la République demande au Premier ministre de lui faire le point de toutes les ressources budgétaires mobilisées dans ce cadre par l'État et ses partenaires et de lui soumettre avant la fin de l'année 2016 un programme national de formation permanente des agents de l'État à partir des propositions de chaque département ministériel. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en informant le Conseil de sa participation au 16e sommet de la francophonie à Antananarive, à Madagascar. Le Premier ministre a axé sa communication sur les activités gouvernementales en mettant l'accent entre autres sur sa participation au 4e sommet Afrique-Monde arabe de Malabo. Le conseil interministériel qu'il a présidé sur la préparation de la campagne de commercialisation de l'arachide et enfin sur l'organisation du Forum mondial de l'eau à Dakar. Il a ensuite rendu compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point sur l'actualité africaine et internationale. Il a aussi rendu compte au Conseil de la conduite de la présidence du Conseil de sécurité qui est assurée par le Sénégal pour tout le courant du mois de novembre. Appréciant le travail remarquable au nom du pays, le chef de l'État a félicité le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, l'ambassadeur représentant du Sénégal, ainsi que tous les diplomates et le personnel de la représentation permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à New York. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne agricole 2016-2017 et de la préparation de la campagne de commercialisation arachidière qui démarre le 1er décembre 2016 avec un prix du kilogramme d'arachide fixé à 210 francs CFA. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté au Conseil une communication sur le rôle de la science et de la technologie nucléaire dans les différents secteurs de développement. Le ministre des Postes et des Télécommunications a présenté au Conseil une note d'information sur la stratégie Sénégal numérique 2025 dont la mise en œuvre va être engagée autour de 28 réformes du secteur et 69 projets pour un montant global de 1362 milliards. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait au Conseil le point sur les opérations de délivrance des cartes d'identité nationale et de révision exceptionnelle des listes électorales. Il a rassuré le Conseil sur la mobilisation et l'accroissement des ressources disponibles pour faciliter le déroulement de l'ensemble des opérations dans de bonnes conditions. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des télécommunications, le projet de décret relatif au partage d'infrastructures de télécommunications, le projet de décret relatif aux modalités d'attribution de l'autorisation d'opérateurs d'infrastructures. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris la décision suivante. Madame Safietou Ndiaye, ancien ministre, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud, en remplacement de Monsieur Momar Diop, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Malik Sow, administrateur civil, matricule de solde 616-289H, précédemment directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est nommé secrétaire général du dit ministère en remplacement de Monsieur Ibrahima Gueye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Moussa Lo, professeur titulaire en informatique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, matricule de solde 607-883E, est nommé coordonnateur de l'université virtuelle du Sénégal, UVS, en remplacement de M. Mohamedou Mansour Faye, appelé à d'autres fonctions.
Monsieur Babacar Gueye, professeur titulaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 385-304G, précédemment directeur des affaires académiques et juridiques à la Direction générale de l'enseignement supérieur, est nommé directeur général de l'enseignement supérieur en remplacement de monsieur Mamadou Sangaré, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Amadou Thierno Gueye, professeur titulaire en physique de l'atmosphère, matricule de solde 102-530A, précédemment directeur de l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est nommé directeur général de la recherche en remplacement de monsieur Cheikh Bekaï Gueye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Madame Aminata Ndiaye, professeur titulaire climatologue, matricule de solde 385-304G, précédemment chef de département de géographie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est nommé directeur des affaires académiques et juridiques à la Direction générale de l'enseignement supérieur en remplacement de M. Babacar Gueye, appelé à d'autres fonctions. M. Oumar Nian, professeur assimilé en sciences informatiques à l'école polytechnique de Thiès, matricule de solde numéro 104-215A, est nommé directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Diamniadio. Madame Fatoumata Anne, maître de conférence en anthropologie sociale et culturelle à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, matricule de solde 174-148G, est nommée directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona. Madame Awagnan, professeure titulaire en électronique à l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, matricule de solde 103-128C, est nommé directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Richard Toll. Madame Aminata Diassé, professeure titulaire de chimie minérale et analytique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, matricule de solde 101-527H, est nommé directeur de l'Institut supérieur professionnel de Matam. Monsieur Cheikh Lo, inspecteur des impôts et domaines, il est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales, CROUS de Bambey. Monsieur Moustapha Gueye, juriste expert, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales, CROUS de Thiès. Monsieur Mamadou Djombera, maître de conférence en aménagement et gestion touristique à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales, CROUS de Ziguinchor. Monsieur Moussa Sen, titulaire d'un DESS en gestion des programmes de santé, matricule de solde 513-935D, précédemment chef du service administratif et financier du Centre hospitalier national Matlaboul Fawzeini de Touba, est nommé directeur de l'établissement public de santé niveau 1 de Richard Toll, en remplacement de monsieur Amadou Bahaoudiaou, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Moustapha Khan, juriste, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, ASEPEX, en remplacement de madame Mariba. Et enfin, monsieur Abdoulaye Sen, maître de conférence à l'Institut des sciences de l'environnement de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ISE UCAD, est nommé président du conseil d'administration de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, ANAQ-SUP, pour un mandat de 3 ans. C'est signé le ministre secrétaire général du gouvernement. Merci Oumar Diaw pour la lecture de ce communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. À travers son programme spécial destiné aux sites religieux, le président de la République va débloquer 600 millions de francs CFA pour la rénovation de la grande mosquée de Pékin, une vieille doléance de la Fédération des imams et oulémas de la ville. Les architectes ont présenté au comité de gestion de la mosquée les plans de la nouvelle infrastructure. Les travaux devraient démarrer incessamment à Aboubakry Kane. C'est l'une des plus vieilles mosquées du département de Pékin. Sa construction remonte au temps des colons dans les années 50. Aujourd'hui, sous le poids de l'âge, la grande mosquée de Pékin a besoin d'être rénovée. Une vieille doléance du comité de gestion de la mosquée que le chef de l'État compte satisfaire à travers son programme spécial des sites religieux. man fii laa juddoo fii laa yor ba màggee ba toll ni ma toll mais mosuma gis ku ñëw sax wax ci wàllu jumaa ji kon bu ñu gisee koo xam ñëw na ne la koy defar rawatina muy président de la république ñun dañ koy sant di ko gërëm dañ naan yàlla ñu commencé ko ci jàmm
jeexal ci jàmm te moom lépp loo xamante ni bëgg na ak fu mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale. Je suis tellement ému que j'ai du mal à m'exprimer sur la question parce que c'est un grand bébé pour moi, c'est un bébé que j'ai porté personnellement avec l'ensemble des membres du comité de gestion pendant plus de 10 ans, sans espoir de voir un jour se réaliser ce projet. Et voilà que le président de la République est en train de le prendre en charge. Et aujourd'hui, on a une satisfaction qu'on ne peut même pas exprimer. Il s'agit d'un projet de transformation et d'extension en présence des autorités politiques de la ville. Les responsables du bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux présentent le projet au comité de gestion. La nouvelle mosquée sera bâtie sur une surface de 1719 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 2500 personnes. lu nu bëggoon la bu yàgg te amuñu ko depuis 50 ans lañ ko soxla kon bu fekkente ne président ñëw na jël décision bi da koy defar di ci kontaan te di ko ñaanal yàlla nag ndax jumaa ji 50 ans am na ko benn président wala benn maire mosu fee jaar wax si daal lu may moom kon moom moo fi jaar di liggéeyal yàlla liggéeyal boppam la liggéeyal ak yàlla yàllaa koy fay yàlla na ko yàlla taxaw. Il est également prévu la construction d'une salle de prière de 450 places pour les femmes, une bibliothèque et un local pour les imams. Le coût estimé du projet tourne autour de 600 millions de francs CFA. Les imams et oulémas, chefs religieux et notables qui en avaient formulé la demande, saluent également l'engagement du président Macky Sall de rénover cette mosquée, patrimoine de la ville de Pékin. Le général Mohamed Sow fait ses adieux. Le désormais ex-chef d'état-major général des armées quitte la Grande Muette avec les honneurs après 39 ans de service. Il a passé 4 ans à la tête de l'institution militaire. Anaïs Nyanyamani nous parle de cette cérémonie d'adieu. Les forces armées ont rendu les honneurs au général Mohamedou Sow. Nommé chef d'état-major général des armées depuis 2012, le Semga Sow a passé 4 années à la tête des armées. Aujourd'hui, il dit adieu à ce corps où il a vécu 39 longues années. La grâce au Créateur qui m'a permis non seulement de naître, mais de joindre l'armée et de terminer au sommet des armées. Également une pensée pieuse à mes défunts parents, à mon épouse qui m'a coûté en 2015, mais également un sentiment de fierté pour ce que nous avons fait ensemble. Durant ces années au service de la défense nationale, le général Mohamedou Sow peut se glorifier d'un bilan satisfaisant. L'armée, c'est une institution qui doit s'adapter aux défis nouveaux. Comme vous le savez, aujourd'hui, le terrorisme et les actes de grand banditisme sont là. C'est tout au quotidien des Sénégalais. Et ceux qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité et la quiétude des populations doivent toujours s'adapter à ces nouvelles formes de menaces et de risques. C'est ça les défis. Et ces défis, on ne peut pas les résoudre une fois pour toutes. C'est quelque chose d'évolutif, donc il faudrait s'ajuster et s'adapter à tout moment. Et je suis persuadé que l'équipe que je laisse derrière moi est en mesure, en tout cas, de procéder à ces changements d'attitude. Un bilan élogieux, salué par le ministre des Forces armées. Mon général, vous avez consacré toute votre énergie à consolider les acquis et à préparer l'avenir afin que, face aux nouvelles menaces, les armées soient en permanence en mesure de remplir leur mission de défense et de sécurisation de notre territoire et de nos populations, tout en participant au rayonnement de notre pays dans le monde. Cette ambition a guidé la mise en œuvre de la vision stratégique que vous décliniez déjà dans votre ordre du jour numéro 1 et qui a trouvé son aboutissement dans l'élaboration du projet Format Armée 2025. Ce projet structurant que vous avez personnellement porté devant le chef de l'État contient les principes et les orientations majeures qui démontrent votre parfaite connaissance des leviers à activer pour assurer l'efficacité opérationnelle de notre outil de défense, à savoir l'homme, les réformes organisationnelles et l'acquisition d'équipements.
Après un long parcours qui l'a amené à la tête de toutes les armées, le général Mamadou Sow quitte définitivement la tête de cette structure en laissant derrière lui une armée forte et résistante. Pour rappel, le général d'armée Mamadou Sow est le premier patron de l'armée sénégalaise, issu de l'École nationale des officiers d'active ENOA et de l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA. Il sera remplacé par le général Cheikh Gueye, qui sera installé le 2 décembre prochain. L'histoire le retiendra comme étant le tout premier général d'armée du Sénégal. Le SEMGA, Mamadou Sow, quitte l'institution militaire au terme d'une carrière remplie. Celui dont l'œuvre a satisfait au plus haut niveau de l'État restera un symbole pour ses frères d'armes. C'est un commentaire signé Ousmane Garifaye. Il aura maintenu intacte jusqu'au bout du service la garde de l'honneur et de la dignité militaire. Mais à compter du 31 décembre 2016, le général est officiellement au repos. Remercier le président de la République de la confiance et surtout du soutien, parce que les armées, quand même, il est incontestable qu'on fait un bond assez important. En bouclant 60 ans de sa vie, le soldat totalise exactement 39 ans, 2 mois et 7 jours de service militaire. Derrière lui laisse un parcours exceptionnel engagé le 24 octobre 1977 comme sous-officier. Depuis, le soldat a gravi tous les échelons au sein de sa corporation. Général de brigade le 1er juillet 2012, il est promu divisionnaire le 21 octobre de la même année, avant de devenir général de corps d'armée le 1er juillet 2013. 7 avril 2016, il boucle la boucle avec le grade de général d'armée, une première dans l'histoire du pays, un titre auquel aucun officier n'a accédé depuis 1960. Quand il tire sa révérence fort de cette carrière aussi remplie qu'élogieuse, c'est sans doute le sentiment du devoir accompli qui résiste à l'émotion de devoir quitter cette armée et ce commandement pour lesquels il restera un marqueur historique. Un sentiment de grâce et de fierté. Grâce, il faut rendre grâce au Seigneur qui est le maître de notre destin, qui m'a tracé donc cette trajectoire pour terminer au sommet de la hiérarchie militaire, et également de fierté pour avoir été choisi parmi mes pairs. Et au moment de partir, je peux regarder mes camarades en face et dire qu'en tout cas, j'ai essayé et j'ai fait quelque chose. Soldat intransigeant, sentinelle des valeurs militaires, l'histoire l'a déjà rangé dans la catégorie des officiers d'exception. La rançon de la gloire donc pour celui qui laisse derrière lui une armée rénovée qui renoue avec les équipements militaires et les politiques de renforcement des capacités. À la tête du commandement, à partir de 2012, il fit de la modernisation de l'équipement, du social et de l'opérationnalisation des troupes. Un impératif catégorique avec en toile de fond ce souci permanent de bâtir une armée aux capacités de redéploiement d'un niveau jamais atteint dans le pays. L'objectif pour le général Sow était d'inscrire l'armée sénégalaise sur les standards de performance pour lui permettre d'assurer et d'assumer sa mission de défense et de sécurisation dans un contexte mondial et sous-régional d'insécurité grandissante. D'où le satisfecit quasi permanent du chef suprême qui ne manque jamais l'occasion de témoigner reconnaissance et satisfaction aux soldats. Général d'armée Mamadou Sow, vous êtes un soldat dans l'âme, doté de hautes valeurs morales et militaires. Entre autres qualités notées, je voudrais citer votre engagement, votre loyauté et votre sens des responsabilités. Général d'armée Mamadou Sow, chef d'état-major général des armées, par votre saine gestion des ressources, grâce à l'importance que vous accordez à l'entraînement, vous avez véritablement relevé le moral et les capacités opérationnelles de l'armée nationale. Mettre l'argent exactement là où il le fallait, cette éthique du management est devenue une prouesse difficile à réaliser sous les tropiques et pourtant au Sénégal, le général l'a fait. Ce qui lui aménage une place dans le panthéon des hommes intègres qui jalonnent l'histoire militaire du pays. Mais au-delà de la grande miette, c'est aujourd'hui tout un peuple qui se met à son tour au garde à vous pour ce chevalier qui n'a jamais sonné du corps dans l'exercice de la mission à lui assignée par le premier des citoyens. Le général part, le général arrive. Mon successeur, il a participé activement à tout ce que nous avons fait ces 4 dernières années. Il a été le chef d'état-major de l'armée de terre, donc responsable de l'instruction et de l'entraînement de nos troupes. Mais également, il quitte le poste de chef d'état-major particulier de M. le Président de la République, donc au cœur des grands dossiers militaires, pour aller à la station de chef d'état-major. Donc je pense qu'il a tous les atouts, en tout cas, entre ses mains,
pour vraiment faire un excellent commandement que je lui souhaite. C'était un commentaire d'Ousmane Garifay. Nous reparlons du 6e sommet de la francophonie sous un autre angle. Les premières dames présentes à Antananarive ont pris l'engagement de renforcer la lutte qu'elles mènent contre la mortalité maternelle. Elles l'ont réaffirmé lors d'un déjeuner offert par la première dame de Madagascar, Daraba. L'Organisation d'Afrique francophone pour le renforcement des systèmes de santé et de vaccination après Dakar en 2014, qui a vu le lancement officiel de ses activités, a profité du sommet de Madagascar pour des retrouvailles entre premières dames présentes à Antananarive. Un déjeuner offert par la première dame de Madagascar qui a encore attiré l'attention sur l'urgence des défis de la santé maternelle et infantile face à la faiblesse des systèmes de santé dans certains pays. Le ratio de mortalité maternelle est de 478 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012, 489 pour 100 000 en 2009. Autrement dit, chaque jour, 10 femmes malgaches meurent suite de complications de la grossesse. L'objectif n'est pas de développer des stratégies nouvelles, mais d'assurer la coordination et la mise en œuvre effective des stratégies et des plans existants. Le bureau de l'UNFPI à Madagascar a à cette occasion renouvelé son partenariat pour plus d'équité dans l'accès aux soins de santé. Et encore, tant qu'il y a une femme qui souffre, le travail n'est pas fini. Tant qu'il y a une femme qui a une fissure, le travail n'est pas fini. Tant qu'une femme a un accès, le travail n'est pas fini. Donc, ensemble, avec tous les partenaires, l'OMS, l'USAID, l'UNICEF, les autres qui le souhaitent, doivent accompagner cette action-là pour que le ministère de la Santé ait les moyens pour faire en sorte qu'aucune femme dans ce pays ne meure en accouchant ou ne développe une maladie des yeux d'accouchement. La première dame du Tchad a partagé l'expérience de son pays avec des crédits octroyés aux femmes les plus régulières dans le suivi de leur santé. Un modèle qui a porté ses fruits que l'Organisation d'Afrique francophone pour le renforcement des systèmes de santé et de vaccination va prendre en compte dans son plaidoyer sur le partage d'informations et la coordination des campagnes de sensibilisation, surtout en matière de suivi de la santé et de la reproduction. Le budget 2017 du ministère de l'Industrie et des Mines revu à la baisse 4 milliards 366 millions contre plus de 9 milliards en 2016, baisse qui s'explique par la fin des travaux du parc industriel de Diamniadio. Les députés ont à l'occasion posé des questions notamment sur les préoccupations des populations rurales concernant la gestion des ressources minières. Philomène Constance Cagne. La lecture du projet du budget du ministère de l'Industrie et des Mines a révélé la baisse du montant alloué en 2016 de plus de 4 milliards. Situation qui trouve motif dans la réalisation du parc industriel de Diamniadio qui est dans sa phase finale. Le président de la République avait décidé, dès la loi de finances rectificative de 2014, d'accompagner significativement le projet de pôle intégré de Diamniadio. Et depuis lors, et le ministre l'a réaffirmé, 25 milliards ont été injectés dans le secteur dans le cadre de la première phase. Cette phase est presque en finition. Pour ne pas me répéter, on est en train de la finaliser. Donc nul besoin d'y mettre des ressources, pendant qu'on demande d'accompagner la santé ou l'éducation. Voilà les raisons pour lesquelles les ressources ont diminué au niveau de ce département de près de 4 milliards. Au-delà de cette baisse déplorée par l'Assemblée, les élus du peuple ont souligné quelques préoccupations dans les secteurs en question, surtout l'industrie qui tarde à se développer malgré les efforts consentis par le gouvernement. Nous savons aujourd'hui que même dans le nucléaire civil, le zircon joue un rôle extrêmement important. Nous savons que dans l'industrie aéronautique, l'industrie militaire, et même aujourd'hui dans la préservation des sites contre les risques nucléaires, les calottes qui servent à la protection comme à Tchernobyl utilisent beaucoup le zircon. Il ne faut plus que nous nous contentions
de retombées financières, retombées économiques, etc. Sachant qu'aujourd'hui l'Afrique importe plus de 30 millions de dollars de produits transformés, si aujourd'hui on arrive à installer des PME, PMI qui entrent dans le cadre de la transformation, nous allons créer plus de 5 millions d'emplois directs en Afrique. Ça veut dire que la transformation, comme l'honorable député Abdoulaye Makhtar Diop l'a dit, nous ne pouvons pas seulement nous suffire aujourd'hui de dire qu'on va extraire des minerais, mais il faut une chaîne d'industrie, de transformation, et on a besoin que le ministère des Mines ait quand même les ressources nécessaires pour accompagner. Les problèmes rencontrés par les exploitateurs des ressources minières ont refait aussi surface. On constate, pour le regretter, l'accès de nos bijoutiers artisanaux à l'ordre de savoir $ n'a pas encore trouvé solution. Les écueils ne sont en rien comparables aux risques qu'ils encourent quotidiennement. Nos bijoutiers ont tous un pied en prison, du fait qu'à ce jour, ils s'approvisionnent en or dans l'informel. Le jugement se trouvant entre 3 communes, on est en droit de convoquer le département. Le département, la pertinence, parce que la pertinence de l'érection du département en collectivité se trouve justement dans ce cas précis. Quelle qu'en soit par ailleurs la couleur politique des élus. Se félicitant de l'intérêt accordé à son département, le ministre a répondu aux questions relatives au contrat d'exploitation avec les sociétés, aussi sur la volonté du gouvernement d'appuyer les PME et PMI et a demandé aux députés de se référer au code minier qui prend en charge beaucoup de préoccupations qui lui ont été exposées durant le débat. Je peux comprendre que Aïda Mbodj étant de Bambey, un honorable député, puisse subir les pressions des populations. Mais nous sommes ouverts. Quel que soit le problème qui est posé, à regarder avec vous. Maire, vous nous sollicitez. Ça, c'était avant le code minier. Il n'y avait pas d'obligation. Que vous nous sollicitez, accompagner. C'est nous qui avons demandé à toutes ces sociétés minières de signer des conventions. On ne les rendait même pas publiques. Maintenant, il est même arrivé que moi-même, que j'aille présider la signature des conventions. Le plan social minier, qui a fait l'objet de beaucoup de bruit, mais c'est plusieurs milliards que les sociétés minières ont géré directement, sans implication de l'État. Mais nous pensons que pour gérer ça, il faut changer. C'est pourquoi, dans le nouveau code minier, on a mis le fonds de développement local. 4 tours d'horloge ont permis aux élus du peuple d'adopter à l'unanimité le budget 2017 du ministère de l'Industrie et des Mines. À l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé le budget alloué au ministère du Renouveau urbain, du cadre de vie et de l'habitat pour l'exercice 2017. Il est plafonné à plus de 77 milliards de francs CFA, en bond spectaculaire en avant qui vient conforter et assurer la demande nationale en matière d'habitat. La Bintoré. C'est un rapport aux nouvelles stratégiques qui a été présenté en plénière. Il a porté sur le vote du budget du ministère du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie. De 24 milliards en 2016, il s'envole pour se maintenir à plus de 73 milliards de francs CFA, soit une hausse de 49 milliards pour l'exercice 2017. Ce bond en avant place les départements ministériels parmi les leviers incontournables de l'émergence contenus dans le PSE. Ainsi, après soulagement à moins d'investissement, les députés ont exprimé leurs préoccupations. Tout d'abord, l'accès au logement, notamment dans sa partie financière. Au Sénégal, le déficit est de 322 000 logements et l'offre n'est que 5 000 logements. C'est très faible, monsieur le ministre. Donc, il va falloir mener cette synergie d'action pour amener la Caisse de dépôt et l'IPRES à accompagner sur le plan financier la SNHLM et la SICAP. bëri na ñoo xam ne ñu ngi à l'étranger li leen teree ñibbisi mooy ñàkk kër te ñu bëri bëgg nañu ñibbisi bëgg nañu kër mais problème bi mooy bëri apport bi ñuy laaj moom lañ dul am pour joxe ko. Sur ces interpellations, Diène Farba Sarr rassure. Oui, c'est vrai, mais l'État est en train de faire des efforts. C'est pour faciliter l'accès au crédit, bien entendu, des immigrés ou bien ceux qui sont dans l'informel, que le Fogalogue a été mis en place. Qu'est-ce que ça signifie le Fogalogue?
c'est le fonds de garantie du logement qui permet de donner une garantie à la banque pour octroyer des crédits à l'immigré ou aux candidats du secteur informel. Le cadre de vie s'est invité au débat suivi de l'assainissement à Dakar et à l'intérieur du pays. Dans votre programme de ville verte, et comme vous savez aussi, Kédougou, c'est une zone minière, donc où on peut dire qu'on s'attend à beaucoup de problèmes environnementaux. Donc vraiment, nous aimerions vraiment faire de Kédougou une ville verte. Donc nous aimerions le soutien de vos services. La question de l'assainissement des villes de l'intérieur. Figurez-vous, nous les communes de l'intérieur, nous souffrons de cette question. Nos avenues, nos beds, comme on les appelle, sont aujourd'hui laidies par les fosses septiques. Moi, je rappelle que les villes de l'intérieur ont commencé à accueillir des projets. Par exemple, Ziguinchor, Bakel. Nous avons lancé la fois dernière un grand projet, plus de 100 millions à Bakel. Les services de mon département sont en train de faire des missions de reconnaissance à travers tout le pays. Joal, aucune région n'est épargnée. La banlieue, Pikine, Guédiawaye. Actuellement, nous avons 10 projets en cours d'exécution, 60% à peu près. La place de l'Obélisque à 90% qu'on va livrer au mois de décembre. Je me réitère encore. Et je dis qu'il n'y a pas de discrimination en matière de cadre de vie. Toutes les régions sont concernées, tout le pays sera couvert. En ce qui concerne les inondations, les députés ont salué la gestion efficiente de la problématique. Elle se résume entre autres aux moyens déployés par l'État en termes d'ouvrages, de canalisation des eaux pluviales et de logements hors bas-fonds. La plénière s'est achevée en beauté avec l'adoption du budget du ministère du Renouveau urbain, du cadre de vie et de l'habitat. Il est à plus de 73 milliards de francs CFA pour 2017. Le CRD préparatoire du Gamou de Medina Baye s'est tenu en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Une occasion de faire le point à quelques jours de l'événement. Selon les autorités, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du Gamou. Aminata Benfal. Ce CRD préparatoire du Gamou de Medina Baye a permis de faire le point à un peu plus d'une semaine de l'événement. La santé, l'électricité, l'eau et l'assainissement ou encore la sécurité, tous les services concernés assurent que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du Gamou. Nous nous engageons à tout faire pour que tout soit, en tout cas, tenu dans d'excellentes conditions de sécurité d'abord, on l'a dit et redit. On fera les efforts qu'il faut pour encore sécuriser davantage les pèlerins, mais surtout c'est une ville qui connaîtra beaucoup de manifestations, mais qui va voir presque son nombre doublé, et il y a lieu de travailler justement encore à sécuriser davantage les populations et leurs biens. Au niveau des transports, il faudra, monsieur le gouverneur, être le plus vigilant possible en relation avec les forces de défense et de sécurité. Des dispositifs sont pris pour l'amélioration de l'éclairage public, parce que c'est une source de sécurité, j'ai l'habitude de le dire. Et actuellement, les équipes sont sur le terrain pour l'entretien du réseau électrique. D'autres équipes sont sur le terrain pour le désensablement des avenues et des grandes artères et de toute la ville. Le maire de la commune de Kaolack n'a pas manqué d'exposer deux doléances majeures. Cette voie de contournement, et nous avons bon espoir que cette requête va être satisfaite. Et en même temps que le débarcadère, parce qu'il y a aussi des familles qui viennent par la mer ou le bras de mer, et là ils ont besoin aussi d'un lieu où ils vont pouvoir débarquer. Le comité d'organisation des manifestations et activités de la Faïda, COMAF, a saisi l'occasion pour magnifier les réalisations importantes initiées par l'État pour la modernisation de la cité religieuse. Nous sommes très contents du travail qui est en train de se faire. Depuis que le président Macky Sall est à la tête du pays, il a fait d'importantes réalisations à Medina Baye. Il a construit des routes en un délai très court et c'était un véritable problème à Medina Baye. Pour cette édition 2016 du Gamou de Medina Baye, autorités et organisateurs comptent mettre les bouchées doubles pour une bonne prise en charge des pèlerins. Nabadji, la plus grande commune de la région de Matam, va bénéficier des réalisations du programme d'urgence de développement communautaire
Pour identifier les besoins prioritaires, les experts du PUDC ont rencontré les populations. Pabunatiao. Scène de vie ordinaire dans ce village du Fouta lointain où la nature n'est pas très tendre avec l'homme. Nous sommes dans la commune de Nabadji qui polarise une cinquantaine de villages pour pas moins de 73 000 habitants. Siliworo, Odordé, Pambi ou encore Tchoubalel, des villages qui depuis l'indépendance réclament de meilleures conditions d'existence. Il s'agit principalement de désenclavement, d'électrification et d'accès à l'eau potable. Pour mettre fin à leurs soucis, le programme d'urgence de développement communautaire est venu leur tendre une oreille attentive et apporter des solutions urgentes à leurs problèmes. Vraiment, nous, fi ñu nekk nii mbégte bu mag lu ñu am parce que lu tax mu wax fii boo doon chargé portable da ngay bari li ay portable yi nga xam ne luy war a nekk 20 portable nga yóbbu ko Taïba wala nga yóbbu ko Nabadji wala nga yóbbu Sinthiou Taïba plus de 3 km Nabadji plus de 6 km Sinthiou plus de 6 km. am na portable yu yàqu foofu am na portable yi nga xam ne duñu leen di sàcc mais loolu yëpp tey Cheikh Lumière dana ko saafara incha allahu taala. À Boynadji, par exemple, le réseau du forage, vieux d'une trentaine d'années, sera renouvelé sur 15 km avec l'adduction du village de Tchoubalel qui compte 1200 habitants. Nous remercions Monsieur le Président de la République d'avoir eu cette initiative qu'est le PIDC. Et nous, à notre niveau, nous allons demander à Monsieur le Président de la République d'augmenter le budget du PIDC. Parce que véritablement aujourd'hui le PIDC, c'est le bras séculier qui permet au Président de la République de pouvoir mettre en œuvre sa vision dans le cadre de la politique en zone rurale pour parvenir à un Sénégal émergent en l'an 2035. Autre réalisation en perspective dans cette zone, un total linéaire de 14 km de pistes. Et pour alléger la pénibilité des travaux des femmes, 20 équipements de post-récolte seront mis à la disposition de la commune. Aujourd'hui, le PIDC a recréé l'espoir. Pour le volet électrification, 8 villages de la commune seront connectés au réseau. Partout, les prières des notables et des religieux pour la réussite des projets. Une lueur d'espoir dans cette contrée lointaine où les populations ont manifesté leur grande satisfaction. Toutes les conditions sont réunies pour aller vers une campagne de commercialisation réussie. Propos d'Aliou Dia, le président du comité national de suivi de la campagne, fait le point ce soir avec Ousmane Garifay dans votre magazine hebdomadaire. Pour lui, les producteurs ont fait l'objet d'une grande attention de la part de l'État. À être certainement l'une des meilleures campagnes, parce que toutes les dispositions permettant de réaliser une bonne campagne ont été prises par l'État. D'abord, au niveau de la sensibilisation, où les huiliers sont sensibilisés pour qu'on ne connaisse pas de difficultés. Les banquiers ont été sensibilisés pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des opérateurs et des huiliers. L'État a pris l'engagement de payer. Aussi les banques, non? Ah oui, parce que aussi si les banques ne sont pas sensibilisées, avec certainement les dettes contractées par certains opérateurs pendant la campagne agricole, ça pose problème. Mais ils se sont engagés pour dire qu'ils vont faire les premiers décaissements permettant de bien démarrer. Et dès qu'on démarre, je crois que certainement, on va arriver vraiment à l'heure. Et je crois donc qu'il y a lieu à féliciter l'État. Parce que quoi qu'on dise, il faut qu'on tienne compte de la place que l'arachide occupe dans l'agriculture au Sénégal. Dans le plan Sénégal émergent, le président de la République a considéré l'agriculture comme priorité. Mais ce que l'or vaut dans le monde arabe, ce que le pétrole vaut à l'Arabie Saoudite, ce que le pétrole vaut en Côte d'Ivoire, c'est ce que vaut l'arachide au Sénégal. C'est notre pétrole à redynamiser, absolument. À protéger. Et je crois que ce que l'État vient de faire nous permettra de reconstituer notre capital semencier. Parce que pour cette année, si on met 55 000 tonnes d'écrémés et 20 000 tonnes de certifiés et 20 000 tonnes d'écrémés, ça veut dire qu'au bout de 2 ans, 3 ans, le Sénégal ne connaîtra plus d'écrémés et ça va sortir de notre vocabulaire agricole. Le point sur la campagne de commercialisation de l'arachide qui s'ouvre demain, 1er décembre, assure après ce journal.
Corruption, fraude, renforcement de capacité pour les enquêteurs de l'OFNAC pendant 2 jours. Ils seront à l'école de la lecture et de l'analyse de la cohérence des états financiers et documents comptables. Les travaux ont démarré ce matin avec 18 participants, dont ceux de l'ARMP et de la CENTIF. Tiernorme de Sia. Riposte efficace contre corruption et fraude. L'OFNAC opte pour une démarche prudente. Pour ce faire, il faut outiller les enquêteurs. Et c'est ce que l'Union européenne approuve ici, avec un appui conséquent. 264 millions CFA, signé septembre 2015 pour une durée de 18 mois. Pour cet appui, l'Union européenne souhaite contribuer à promouvoir l'intégrité de la propriété dans la gestion des affaires publiques et privées. 18 enquêteurs de l'OFNAC, 2 de la CENTIF et 2 de l'ARMP. Pendant 48 heures, ils verront comment lire et analyser la cohérence des états financiers et documents comptables qui leur seront présentés. Une parfaite maîtrise des textes, principes et normes comptables demeure la base de nos activités de contrôle, d'audit et de vérification. D'où l'enjeu d'une bonne maîtrise de ces fondamentaux. Vous comprendrez donc l'importance que j'accorde à cette formation pour vous doter des outils nécessaires à un plein exercice de votre mission. Ces acquis vous offriront à l'issue des 2 jours de travaux l'opportunité de mieux cerner le phénomène de la corruption et la fraude dans ses dimensions comptables et financières. À la fin de cette formation, les enquêteurs seront mieux outillés, l'opérationnalité de l'OFNAC renforcée, en même temps que ses 2 structures sœurs, ARMP et CENTIF. Après 2 jours de pré-conférence, les premières journées du sida au Sénégal ont démarré. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Coll Seck, a présidé la cérémonie d'ouverture hier. La manifestation a été l'occasion pour l'ensemble des acteurs de faire un bilan de 30 ans de riposte au VIH-Sida. Dame Silla. Experts, chercheurs et autorités étatiques se sont tous réunis lors de la cérémonie d'ouverture officielle des premières journées scientifiques du sida au Sénégal pour réfléchir et échanger sur les nouvelles stratégies adoptées pour une lutte efficace et harmonieuse contre le VIH. Les 30 années de riposte ont permis déjà au Sénégal d'obtenir de bons résultats, mais l'objectif final est d'arriver à l'élimination de la pandémie d'ici à 2030. Continuez à vous questionner, à concevoir et créer. C'est par vos recherches, sans cesse renouvelées, que nous finirons par vaincre cette pandémie. Et c'est pour cette raison que nous tenions particulièrement à vous rassembler à Dakar, pour vous permettre de mieux échanger et surtout de partager avec les plus jeunes, ceux des régions, pour mieux communiquer entre vous, discuter et comparer vos travaux, vous soutenir mutuellement. Les premières journées scientifiques du sida au Sénégal a réuni 400 experts et chercheurs venus des 14 régions du Sénégal. Les partenaires internationaux ont aussi répondu présents pour accompagner le Sénégal dans ses objectifs. La recherche doit accompagner en permanence les aspects médicaux. Et inversement, la recherche ne doit pas être une recherche pour faire de la recherche, mais elle doit être également pour donner des résultats accessibles, pour changer les prises en charge des patients, éclairer les décideurs politiques pour prendre des décisions de santé publique. Aujourd'hui, l'espérance des PVIH a sensiblement augmenté grâce à des efforts appréciables des différents acteurs qui ont favorisé de grandes percées. Nous sommes conscients cependant que beaucoup reste à faire si nous voulons à jamais consigner le VIH au livre de l'histoire. 30 ans après la découverte du sida, la riposte nationale continue toujours. Dans cette cérémonie officielle, le comité d'organisation a jugé utile de décorer ceux qui ont marqué toutes ces années de lutte. Il est urgent d'assurer le dépistage d'un maximum de personnes vivant avec le VIH, de les mettre tout de suite sous traitement pour rompre définitivement la transmission du virus. Mettre fin à l'épidémie du sida est un programme ambitieux, mais il reste à notre portée. Et c'est grâce à l'innovation, à l'apport de la recherche, que nos outils préventifs et thérapeutiques ont des chances de venir à bout de ce fléau. Avant de présider la cérémonie officielle, le professeur Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale, a visité les expositions sur le sida.
Une activité qui a aussi pour ambition de sensibiliser et d'informer les populations sur le VIH. Antioxydants riches en nutriments préventifs contre les maladies cardiovasculaires ou le cancer de la prostate notamment, que de vertus autour ou au sein d'un seul fruit. La pastèque en glace, sorbet ou en salade, ce fruit de saison riche en fibres facilite également la digestion. On peut donc s'en gaver sans effet secondaire et se désaltérer. À vos tranches de melon d'eau ou khal en wolof, c'est avec Oumou Baldé dans la rubrique santé. Le gros fruit vedette en cette période, c'est bien la pastèque. Ils sont nombreux les Sénégalais à en être friands et ont bien raison, puisqu'une seule portion de ce fruit appelé aussi melon d'eau procure une multitude de bienfaits. C'est très hydratant, c'est désaltérant, surtout quand il fait chaud. Et ça, c'est très important. Et à chaque fois qu'on mange de la pastèque, c'est ce qu'on ressent le plus, qu'on boit beaucoup d'eau en même temps. Donc ça, c'est un avantage. La deuxième chose, c'est que la pastèque est très riche en antioxydants. Donc ça nous aide à lutter contre des maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires. Donc il y a beaucoup de vitamine C dans la pastèque. Il y a disons des précurseurs de la vitamine A comme le lycopène. Et tout ça, ce sont des antioxydants qui, comme je l'ai dit, nous aident à lutter contre certaines maladies, et notamment d'ailleurs la maladie, le cancer de la prostate. Donc ça, c'est important. La troisième chose, c'est que, comme tous les fruits, la pastèque est riche en fibres. Et les fibres alimentaires, c'est tout ce qui nous permet de réguler le transit, c'est-à-dire de faciliter la digestion. Elle est donc à déguster à tout moment de la journée. On peut même se permettre de varier les plaisirs avec ce savoureux fruit. Alors, il n'y a pas de meilleure manière. Je dirais qu'il faut diversifier la présentation. Parce que là, c'est de saison, on va en avoir beaucoup pendant un bon moment. Il faut un petit peu diversifier pour ne pas se lasser de ce fruit. Alors, ça peut être effectivement préparé en salade de fruits, ou alors en glace, en sorbet, qu'on prépare très facilement à la maison. On n'a pas besoin de les acheter dans le commerce. Donc, on peut préparer des glaces ou des sorbets de pastèque. On peut évidemment en faire comme on dit, des smoothies, c'est-à-dire mixer la pastèque avec un yaourt ou un lait caillé et en faire en fait un laitage fruité. Il y a différentes manières vraiment de préparer. Comme je disais, ça peut se préparer également en salade et comme ça avoir une salade sucrée-salée et qui est très rafraîchissante. L'autre bénéfice qu'on peut tirer de ce fruit local, c'est qu'il est presque toujours cueilli à maturité. Et en plus, c'est un fruit de saison. Il faut profiter de la variété saisonnière parce qu'un fruit de saison est bien meilleur au goût, puisque c'est un fruit qui a été cueilli à maturité, alors que les fruits importés sont des fruits qui ont été cueillis avant la maturité, qui ont été traités, qui ont bien un goût qui est moins bon qu'un fruit local, et les fruits locaux contiennent également un petit peu plus de nutriments même que les fruits importés. Donc profitons de nos fruits locaux pour non seulement soutenir notre économie, mais pour mieux manger. Reste plus qu'à en profiter en entrée comme en dessert. Les bienfaits sont les mêmes. La pastèque désaltère et nourrit. Rubrique économie, tout sur le business de la pastèque avec Aram Nawa. L'agence de l'information de l'État a inauguré ce mardi la nouvelle salle multimédia du CEM SCAT Urbam. Pour l'ADIE, cette salle devrait permettre à cet établissement de faire de meilleurs résultats. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée en présence du directeur général de l'agence de développement de l'informatique de l'État, Thierno Diallo. Voici la toute nouvelle salle multimédia du CEM SCAT Urbam. Équipée en ordinateur et en connexion gratuite, elle est offerte par l'Agence de l'informatique de l'État. Une façon pour l'ADIE de permettre aux élèves et enseignants de travailler dans de bonnes conditions. C'est très important pour l'ADIE, très important pour le gouvernement aujourd'hui de renforcer les TIC dans l'éducation. Et c'est cela aujourd'hui la vision de la solidarité numérique qui se situe au niveau de l'ADIE et qui aujourd'hui a un plan ambitieux de pouvoir aujourd'hui permettre quand même à toutes nos écoles de pouvoir au moins se doter d'une salle multimédia et surtout dans les zones assez enclavées. Cette salle multimédia est la 50e inaugurée en 2016 par l'Agence de l'informatique de l'État.
L'ADIE compte d'ailleurs poursuivre le projet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ADIE a installé presque 180 salles multimédia à travers le pays. Et c'est une occasion ce matin de pouvoir non seulement faire cette formation pour ces enseignants, mais surtout aussi d'inaugurer la nouvelle salle ici dans le CEM SCAT Urbam, qui a été parmi les écoles qui ont été désignées pour accueillir ces 50 salles multimédia durant l'année 2016. L'invite que je lance aux apprenants, c'est un suivi régulier et un maintien de la salle, parce que quand même il faut comprendre qu'il y a des outils très valeureux à l'intérieur et nous nous félicitons très bien de cet équipement. En ce qui concerne la portée maintenant de la salle, c'est-à-dire que c'est un complément des enseignements apprentissages. Donc c'est un outil extrêmement important sur lequel on se fonde, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler d'enseignement apprentissage du nom si on n'a pas d'outils informatiques. Cette salle informatique devrait certainement contribuer à améliorer les résultats de cet établissement public de Dakar. Les prêcheurs qui exercent dans les radios communautaires ont un rôle crucial dans la diffusion de certains messages. Dans un contexte de crise et de menaces terroristes, ils sont invités à bien cadrer leur discours. La Maison de la Presse et la Fondation Friedrich Ebert ont initié un panel pour faire le tour de la question à Ramatadem. Les prêcheurs ont une place importante dans les 98 radios communautaires enregistrées. Ils diffusent au quotidien des messages en langue nationale, surtout pour mieux atteindre leurs cibles. Et pour cela, leur base est la religion. Le contexte actuel des attaques terroristes en Afrique de l'Ouest pousse aujourd'hui les acteurs concernés à discuter avec ces prêcheurs pour recadrer les discours et messages. C'est un panel extrêmement important, d'autant plus que l'Irak avait demandé en son temps à la Maison de la Presse de réfléchir comment nous allons pouvoir faire un séminaire de capacitation pour les prêcheurs des radios communautaires. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau des radios communautaires, il y a beaucoup de prêcheurs, surtout religieux. Et compte tenu aujourd'hui du climat d'insécurité au niveau de la sous-région, et notre pays peut ne pas être épargné de ça, on a pensé aujourd'hui que capaciter ces prêcheurs-là sur une nouvelle ligne éditoriale en ce qui concerne les prêches, ça pouvait apporter quelque chose d'extrêmement important. D'autant plus que c'est des gens qui s'adressent aux populations dans les langues locales et qu'on sait aujourd'hui le poids de la religion dans notre pays. Les prêcheurs, eux aussi, félicitent cette initiative qui ne peut que apaiser les cœurs et les esprits. Nous, prêcheurs, nous apprécions vivement cette rencontre, car notre devoir est d'informer et de sensibiliser les populations. J'appelle donc tous les prêcheurs pour qu'ils aient un discours qui cultive la paix et l'union pour notre cher Sénégal. La Maison de la Presse a souhaité accueillir la rencontre car conscient que seule la communication peut aider grâce à des discours apaisés à promouvoir la paix tout en mettant en avant la religion. La journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien célébrée par l'Organisation des Nations Unies, c'était hier, 29 novembre. Cette journée marque également l'adoption par l'ONU en 1947 du plan de partage qui prévoyait la création d'un État palestinien. Un panel sur la situation en Palestine et l'implication des Nations Unies pour la résolution du conflit palestinien s'est tenu hier à Dakar, au Reichama. La situation en Palestine préoccupe toute l'humanité au quotidien et ce depuis 1947, ce qui fait que les Nations Unies célèbrent tous les 29 novembre cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien pour lui témoigner son soutien permanent face aux multiples agressions dont il est victime depuis plusieurs années. C'est une journée qui était décrétée par l'ONU en 1977 en signe de solidarité avec le droit palestinien, avec le peuple palestinien, avec sa lutte pour l'indépendance et la liberté nationale. Mais aussi, c'est un rappel de cette faille du mécanisme international qui n'a pas su transformer et traduire les promesses et les résolutions onusiennes en faits réels et en faits sur le terrain.
Pour la diplomatie sénégalaise, la cause palestinienne doit demeurer une question prioritaire et cette vision est aujourd'hui partagée par la Banque islamique de développement, la BID et l'OCI. La BID intervient en Palestine autant pour financer l'urgence pendant les agressions et juste après, mais aussi dans le cadre du développement de la Palestine, parce que le développement, la Palestine est un État et il faut maintenir son développement et soutenir son développement comme on le fait avec tous nos pays membres. Le président Macky Sall, qui est le président du COMIAC, a lancé à Stamboul lors du 13e sommet un prix international pour récompenser les médias et les journalistes qui s'illustreraient dans la promotion des valeurs, de la culture et de la tolérance. Voilà pourquoi aujourd'hui, en cette journée de commémoration de solidarité internationale pour la cause palestinienne, le COMIAC était venu au nom de l'OCI, au nom de son président également, pour réaffirmer le soutien des médias de la Oumma à la cause palestinienne. La Palestine se bat, selon son ambassadeur, pour montrer une image de dignité et de résilience qui peut inspirer le reste du monde. Nous sommes fiers de démontrer que les Palestiniens peuvent aussi résister par tous les moyens, mais aussi par l'éducation, par de leurs femmes, de leurs hommes, de leurs enfants. Nous avons cette année eu plusieurs prix au niveau mondial, de meilleurs enseignants, de meilleurs médecins, de meilleurs ingénieurs, de meilleures écoles. Donc tout ça, ça rentre dans cette résilience d'une vie quotidienne, malgré tout ce qui subit le peuple palestinien depuis 70 ans. L'espoir est donc permis avec cette mobilisation des gouvernements du monde et de la société civile qui deviennent de plus en plus engagés pour une résolution définitive de ce conflit palestinien. Et puis la journée internationale de solidarité au peuple palestinien a été commémorée aux Nations Unies. Il faut dire que la question c'était d'inviter Israéliens et Palestiniens à fumer le calumet de la paix. Le Conseil de tutelle des Nations Unies a abrité une rencontre à cet effet. Envoyé spécial Ralisek. Il y a 69 ans, l'Assemblée générale des Nations Unies retenait la date du 29 novembre, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le Sénégal, président le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, est aussi à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies le mois de novembre durant. Ainsi, occasion ne pouvait être plus judicieuse pour notre pays pour appeler à une désescalade de la violence. Cette année encore, comme par le passé, la journée de solidarité coïncide avec des développements sur le terrain qui suscitent des inquiétudes majeures. Faut-il rappeler qu'au moins 238 Palestiniens et 30 Israéliens, parmi lesquels de nombreux enfants, ont perdu la vie depuis le regain de violence intervenu en octobre 2015. Je saisis l'occasion pour réitérer notre réprobation et notre condamnation de la violence et du terrorisme, quels qu'en soient les auteurs ou les motivations. Il s'y ajoute la poursuite et l'accélération des colonies de peuplement, mais aussi les besoins humanitaires croissants de la bande de Gaza. Le tout dans un contexte marqué par l'absence d'un horizon politique clair. Nous exhortons les parties, en application de leurs engagements réitérés en faveur des deux États, à mettre fin à la colonisation en vue d'une solution définitive aux différends qui répondent aux besoins sécuritaires d'Israël et aux aspirations légitimes des Palestiniens à un État souverain. Ici, dans cette salle du Conseil de tutelle, le message du président Mahmoud Abbas, lu par le chef de la délégation palestinienne, a été sans ambages. La communauté internationale doit assumer sa responsabilité pleine et entière et permettre à la Palestine d'être membre à part entière des Nations Unies. Le directeur général de l'AGETIP lance les travaux de construction de 4 hôtels de ville dans la région de Matam, à Tilone, Dapiar, Agnam, Siwol et Oré Fondé. Oumou Kalsoum Sall. 1,124 milliard de francs CFA, c'est le coût du centre de santé de référence prévu ici à Agnam Siwol. L'infrastructure qui sera livrée avant fin 2017 permettra une meilleure prise en charge des populations de Podor à Bakel avec une offre de soins diversifiée. Vous comprendrez notre fierté d'avoir été associé
à la concrétisation de la vision de son Excellence qui a fini de donner une impulsion nouvelle à nos contrées si longtemps oubliées. Cette initiative ne relève pas seulement d'une action politique nationale, mais surtout d'une initiative d'un fils de Agnam Sivol, à la tête desquels notre ami et frère Farba Ngom. Le projet est financé par le gouvernement avec une participation du conseil municipal et des ressortissants de la commune des Agnam à l'étranger. Je pense que maintenant, la promesse du chef de l'État, M. Macky Sall, est devenue une réalité dont les mauvaises langues n'ont qu'à se taire. Et elles vont se taire définitivement. À ma qualité de maire de cette très jeune commune, je voudrais remercier de manière très particulièrement Son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, pour ces nombreuses réformes, notamment acte 3 de la décentralisation, une grande réforme, une réforme courageuse qui est déjà entrée dans l'histoire politique de notre pays. Toujours en vue de relever le plateau médical de la région, les pouvoirs publics vont doter la commune de Oré-Fondé d'un poste de santé d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Le directeur général de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP, en compagnie d'élus de la région, a aussi procédé à la pose de la première pierre des futurs hôtels de ville de Dabia et de Tchilogne. L'histoire retiendra que cette demande a été satisfaite sous le magistère de M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Qu'il en soit remercié. Qu'il en soit remercié surtout pour la bataille qu'il a gagnée contre les inégalités de traitement entre les collectivités dites urbaines et celles dites rurales. Remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a ménagé aucun effort pour satisfaire les besoins des populations de la région de Matam. Il a rétabli l'équilibre territorial et c'est le sens de l'acte 3 de la décentralisation. Les populations ont vivement remercié le chef de l'État qui, à travers ses projets, veut faire de ces communes du monde rural des territoires viables et compétitifs. Les travaux de construction d'un centre socio-culturel à Agnam Wurosiré, financés à hauteur de 80 millions de francs CFA, ont aussi été lancés par le DG de l'AGETIP. L'AGETIP qui lance donc les travaux de construction de deux hôtels de ville dans la région de Matam et d'un centre et d'un poste de santé dans la même zone. Les Gambiens votent demain jeudi pour la présidentielle en Allemagne. Un membre des services de renseignement soupçonné de préparer un attentat a été arrêté. Les cendres de Fidel Castro ont quitté Santiago de Cuba où elles doivent être enterrées. Nous commençons le tour de l'actualité internationale par le Mali où Amadou Aya Sanogo fait face à la justice, cher Traoré. Prévu ce mercredi à Bamako, le procès d'Amadou Aya Sanogo est suspendu jusqu'au 2 décembre. Le chef de la junte qui avait déposé Amadou Toumani Touré est poursuivi pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires. Les faits remontent à mars 2012. Des soldats bérets rouges opposés au renversement d'ATT avaient tenté un contre-coup d'État. Pourchassés par les putschistes, les corps d'une vingtaine d'entre eux avaient été retrouvés dans un charnier près de Kati, quartier général de Aya Sanogo. L'officier est jugé avec 16 co-prévenus pour enlèvement et assassinat. Les Gambiens aux urnes demain jeudi, ils doivent élire le prochain président de la République. Le président Yahya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans brigue un nouveau mandat. Il fera face à deux candidats, Adama Barrow, choisi par de nombreux partis d'opposition, et Mama Kandeh. Les candidats ont effectué leur dernier meeting mardi, dernier jour de la campagne électorale.
Arrestation en Allemagne d'un agent du service de renseignement. Il est soupçonné de préparer un attentat. Recruté il y a quelques mois pour surveiller la mouvance islamiste allemande, il a été démasqué par l'un de ses collègues. Il aurait proposé des informations sensibles sur l'Office de protection de la Constitution en charge du renseignement intérieur. L'urne contenant les cendres de Fidel Castro a quitté la Havane pour un voyage de 4 jours jusqu'à Santiago de Cuba. C'est dans cette ville, berceau de la Révolution, qu'elles seront enterrées dimanche. Pendant 2 jours, des milliers de Cubains et des dirigeants du monde. Et ses adieux, le désormais ex-chef d'état-major général des armées quitte la Grande Muette avec les honneurs après 39 ans de service. Il a passé 4 ans à la tête de l'institution militaire. Anaïs Nyanyamani nous parle de cette cérémonie d'adieu. Les forces armées ont rendu les honneurs au général Mamadou Sow. Nommé chef d'état-major général des armées depuis 2012, le SEMGA Sow a passé 4 années à la tête des armées. Aujourd'hui, il dit adieu à ce corps où il a vécu 39 longues années. La grâce au Créateur qui m'a permis non seulement de naître, mais de joindre l'armée et de terminer au sommet des armées. Également une pensée pieuse à mes 2 parents, à mon épouse qui m'a coûté en 2015, mais également un sentiment de fierté pour ce que nous avons fait ensemble. Durant ces années au service de la défense nationale, le général Mamadou Sow peut se glorifier d'un bilan satisfaisant. L'armée, c'est une institution qui doit s'adapter aux défis nouveaux. Comme vous le savez, aujourd'hui, le terrorisme et les actes de grand banditisme sont là. C'est tout au quotidien des Sénégalais. Et ceux qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité et la quiétude des populations doivent toujours s'adapter à ces nouvelles formes de menaces et de risques. C'est ça les défis. Et ces défis, on ne peut pas les résoudre une fois pour toutes. C'est quelque chose d'évolutif, donc il faudrait s'ajuster et s'adapter à tout moment. Et je suis persuadé que l'équipe que je laisse derrière moi est en mesure, en tout cas, de procéder à ces changements d'attitude. Un bilan élogieux, salué par le ministre des Forces armées. Mon général, vous avez consacré toute votre énergie à consolider les acquis et à préparer l'avenir afin que, face aux nouvelles menaces, les armées soient en permanence en mesure de remplir leur mission de défense et de sécurisation de notre territoire et de nos populations, tout en participant au rayonnement de notre pays dans le monde. Cette ambition a guidé la mise en œuvre de la vision stratégique que vous décliniez déjà dans votre ordre du jour numéro 1 et qui a trouvé son aboutissement dans l'élaboration du projet Format Armée 2025. Ce projet structurant que vous avez personnellement porté devant le chef de l'État contient les principes et les orientations majeures qui démontrent votre parfaite connaissance des leviers à activer pour assurer l'efficacité opérationnelle de notre outil de défense, à savoir l'homme, les réformes organisationnelles et l'acquisition d'équipements. Après un long parcours qui l'a amené à la tête de toutes les armées, le général Mamadou Sow quitte définitivement la tête de cette structure en laissant derrière lui une armée forte et résistante. Pour rappel, le général d'armée Mamadou Sow est le premier patron de l'armée sénégalaise, issu de l'École nationale des officiers d'active ENOA et de l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA. Il sera remplacé par le général Cheikh Gueye, qui sera installé le 2 décembre prochain. L'histoire le retiendra comme étant le tout premier général d'armée du Sénégal. Le SEMGA, Mamadou Sow, quitte l'institution militaire au terme d'une carrière remplie. Celui dont l'œuvre a satisfait au plus haut niveau de l'État restera un symbole pour ses frères d'armes. C'est un commentaire signé Ousmane Garifaye. Il aura maintenu intacte jusqu'au bout du service la garde de l'honneur et de la dignité militaire. Mais à compter du 31 décembre 2016, le général est officiellement au repos. Remercier le président de la République de la confiance et surtout du soutien, parce que les armées, quand même, il est incontestable. Des œuvres universitaires et sociales, CROUS, de Ziguinchor.
M. Moussa Sen, titulaire d'un DESS en gestion des programmes de santé, matricule de solde 513 935D, précédemment chef du service administratif et financier du Centre hospitalier national Matlaboul Fawzeyni de Touba, est nommé directeur de l'établissement public de santé niveau 1 de Richard Toll, en remplacement de M. Amadou Bahaoudiaou, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Moustapha Khan, juriste, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, ASEPEX, en remplacement de Mme Mariba. Et enfin, M. Abdoulaye Sen, maître de conférence à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ISE UCAD, est nommé président du conseil d'administration de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, ANAQ-SUP, pour un mandat de 3 ans. C'est signé le ministre secrétaire général du gouvernement. Merci Oumar Diaw pour la lecture de ce communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. À travers son programme spécial destiné aux sites religieux, le président de la République va débloquer 600 millions de francs CFA pour la rénovation de la grande mosquée de Pikine, une vieille doléance de la Fédération des imams et oulémas de la ville. Les architectes ont présenté au comité de gestion de la mosquée les plans de la nouvelle infrastructure. Les travaux devraient démarrer incessamment à Aboubakry Kane. C'est l'une des plus vieilles mosquées du département de Pikine. Sa construction remonte au temps des colons dans les années 50. Aujourd'hui, sous le poids de l'âge, la grande mosquée de Pikine a besoin d'être rénovée. Une vieille doléance du comité de gestion de la mosquée que le chef de l'État compte satisfaire à travers son programme spécial des sites religieux. man fii laa juddoo fi laa yor ba màggee ba toll ni ma toll mais mosuma gis ku ñëw sax wax ci wàllu jumaa ji kon bu ñu gisee koo xam ñëw na ne la koy defar rawatina muy président de la république ñun dañ koy sant di ko gërëm dañ ñaan yàlla ñu commencé ko ci jàmm yeexal ci jàmm te moom lépp loo xamante ni bëgg na ak fu mu bëgg a yegg yàlla da ko fa yàlla yeggale. Je suis tellement ému que j'ai du mal à m'exprimer sur la question parce que c'est un grand bébé pour moi, c'est un bébé que j'ai porté personnellement avec l'ensemble des membres du comité de gestion pendant plus de 10 ans, sans espoir de voir un jour se réaliser ce projet. Et voilà que le président de la République est en train de le prendre en charge. Et aujourd'hui, on a une satisfaction qu'on ne peut même pas exprimer. Il s'agit d'un projet de transformation et d'extension en présence des autorités politiques de la ville. Les responsables du bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux présentent le projet au comité de gestion. La nouvelle mosquée sera bâtie sur une surface de 1719 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 2500 personnes. lu nu bëggoon la bu yàgg te amu na ko depuis 50 ans lañ ko soxla kon bu fekkente ne président ñëw na jël décision ni da koy defar di ci kontaan te di ko ñaanal yàlla nag ndax jumaa ji 50 ans am na ko benn président wala benn maire mosu fee jaar wax si daal lu mooy moom kon moom moo fi jaar di liggéeyal yàlla liggéeyal boppam la liggéeyal ak yàlla yàllaa koy fay yàlla na ko yàlla taxaw. Il est également prévu la construction d'une salle de prière de 450 places pour les femmes, une bibliothèque et un local pour les imams. Le coût estimé du projet tourne autour de 600 millions de francs CFA. Les imams et oulémas, chefs religieux et notables qui en avaient formulé la demande, saluent également l'engagement du président Macky Sall de rénover cette mosquée, patrimoine de la ville de Pikine. Le général Mohamed Sow fait assurer le Conseil sur la mobilisation et l'accroissement des ressources disponibles pour faciliter le déroulement de l'ensemble des opérations dans de bonnes conditions. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des télécommunications, le projet de décret relatif au partage d'infrastructures de télécommunications, le projet de décret relatif aux modalités d'attribution de l'autorisation d'opérateurs d'infrastructures. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris la décision suivante. Madame Safietou Ndiaye, ancien ministre, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal
auprès de son Excellence M. Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud, en remplacement de M. Momar Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Malik Sow, administrateur civil, matricule de solde 616-289H, précédemment directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est nommé secrétaire général du dit ministère en remplacement de M. Ibrahima Gueye, appelé à d'autres fonctions. M. Moussalo, professeur titulaire en informatique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, matricule de solde 607-883E, est nommé coordonnateur de l'université virtuelle du Sénégal, UVS, en remplacement de M. Mohamedou Mansour Faye, appelé à d'autres fonctions. M. Babacar Gueye, professeur titulaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 385-304G, précédemment directeur des affaires académiques et juridiques à la Direction générale de l'enseignement supérieur, est nommé directeur général de l'enseignement supérieur en remplacement de M. Mamadou Sangaré, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Amadou Thierno-Gueye, professeur titulaire en physique de l'atmosphère, matricule de solde 102-530A, précédemment directeur de l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est nommé directeur général de la recherche en remplacement de M. Cheikh Bekaï Gueye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Mme Aminata Ndiaye, professeur titulaire climatologue, matricule de solde 385-304G, précédemment chef de département de géographie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est nommé directeur des affaires académiques et juridiques à la Direction générale de l'enseignement supérieur en remplacement de M. Babacar Gueye, appelé à d'autres fonctions. M. Oumar Nian, professeur assimilé en sciences informatiques à l'école polytechnique de Thiès, matricule de solde numéro 104-215A, est nommé directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Diamniadio. Madame Fatoumata Anne, maître de conférence en anthropologie sociale et culturelle à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, matricule de solde 174-148G, est nommée directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona. Madame Awanyan, professeure titulaire en électronique à l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, matricule de solde 103-128C, est nommé directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Richard Toll. Madame Aminata Diassé, professeure titulaire de chimie minérale et analytique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, matricule de solde 101-527H, est nommé directeur de l'Institut supérieur professionnel de Matam. Monsieur Cherlo, inspecteur des impôts et domaines, il est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales, CROUS de Bambey. Monsieur Moustapha Gueye, juriste expert, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales, CROUS de Thiès. Monsieur Mamadou Djombera, maître de conférence en aménagement et gestion touristique à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, est nommé directeur du Centre régional. Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard apporté à la diffusion de cette édition de 20h, dont voici les titres. Programme spécial de rénovation des sites religieux. La grande mosquée de Pikine sera reconstruite à hauteur de 600 millions de francs CFA. Elle sera bâtie sur une surface de plus de 1700 mètres carrés et pourrait accueillir 2500 personnes. Baisse du budget du ministère de l'Industrie et des Mines, près de 5 milliards, dû à la réalisation du parc industriel de Diamniadio, qui est à sa phase finale. Le budget du ministère du Renouveau urbain, pour sa part, est en hausse, en bond de plus de 49 milliards. Les adieux du général Mahamadou Sow, après 39 ans de service, dont 4 à la tête de la Grande Mouillette, l'ex-chef d'état-major général des forces armées quitte l'institution militaire. Avec tous les honneurs, il passera le témoin vendredi à son successeur. Melon d'eau oral en wolof, antioxydant préventif contre certains cancers, de la prostate notamment, et les maladies cardiovasculaires. La pastèque qui est au menu ce soir, riche en fibres qui permettent de réguler le transit et faciliter la digestion. Que de bons points dans la rubrique santé, tout sur les vertus de ce fruit de saison, plein de nutriments et qui nourrit son homme. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous démarrons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Oumar Diawa.
Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 30 novembre 2016 à 10h au Palais de la République. Entamant sa communication autour de la gouvernance et de la coordination des programmes de développement territorial, le chef de l'État rappelle au gouvernement l'importance primordiale qu'il accorde au développement durable et équitable des territoires. En effet, en vue d'améliorer de manière notable l'équipement des localités, le bien-être des populations et bâtir le Sénégal urbain du futur, le président de la République a initié dans la dynamique des conseils des ministres délocalisés de nouveaux programmes innovants et performants et engagé l'aménagement et le développement de nouveaux pôles urbains, universitaires et touristiques. Dès lors, le chef de l'État demande au Premier ministre, dans une logique de consolidation de l'attractivité durable du territoire, de mettre en place un cadre interministériel de gouvernance et de coordination des programmes de développement territorial, notamment le PUDC, les Promovilles, le PUMA, les projets urbains des collectivités territoriales et des agences de développement. En outre, le président de la République indique au gouvernement la nécessité de doter les pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose d'un statut spécial qui intègre leur mode d'organisation et de fonctionnement ainsi que leur régime financier sur la base d'un cadre législatif et réglementaire adéquat. Rappelant par ailleurs ces directives relatives à l'urgence de déployer des mesures concertées pour un aménagement préventif optimal du littoral national, le chef de l'État demande au gouvernement d'examiner les modalités d'aménagement et d'exploitation de la Grande Côte de Dakar à Saint-Louis en vue de valoriser davantage les zones côtières concernées. Il a en outre exigé du gouvernement l'élaboration d'un plan rigoureux et cohérent de protection du littoral national en général et de la Grande Côte en particulier. À ce sujet, le président de la République demande également au Premier ministre de lui faire un rapport circonstancié sur la situation foncière et immobilière le long de la bande des Filao qui fait l'objet d'une grande convoitise suite à la réalisation de la nouvelle voie de dégagement nord VDN. Abordant l'amélioration du fonctionnement des structures sanitaires et l'accès des populations à des soins de qualité, le chef de l'État demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'accélérer la mise en place des services d'accueil et d'urgence SAU dans les établissements publics de santé et de procéder à l'actualisation de la tarification officielle des consultations et services offerts par les structures sanitaires publiques et privées. En outre, le président de la République invite le gouvernement à examiner en rapport avec tous les acteurs concernés les modalités pratiques de la mise à disposition de plateaux techniques standards de plateaux techniques de standard international au niveau des structures hospitalières, à mettre en œuvre un plan de redéploiement de médecins généralistes et spécialistes dans toutes les régions du pays. Par ailleurs, le chef de l'État indique au gouvernement l'impératif d'accorder une attention particulière au secteur de la pharmacie en veillant à l'amélioration des conditions de sécurité des officines et à l'interdiction stricte de la vente illicite de médicaments de la rue. Concluant sur ce point, le président de la République invite le gouvernement à réfléchir à la mise en place d'un mécanisme national de régulation des services de santé en vue d'un meilleur contrôle technique et d'une évaluation permanente de la qualité des soins de santé offerts aux usagers. Appréciant par ailleurs les réalisations remarquables en matière d'énergie renouvelable, notamment dans les 2 centrales solaires à Bokhol et Malicounda, et les 4 autres prévues pour 2017 à Taïba Ndiaye, Mérina Dakhar, Meouane et Kaon, le chef de l'État exhorte le gouvernement à promouvoir l'autonomisation électrique des structures et édifices publics par le recours progressif aux énergies renouvelables, en particulier le solaire. Le gouvernement devra également, en relation avec les collectivités territoriales et Sénélec, intensifier la mise en œuvre du programme national d'éclairage public par le solaire. Ces efforts doivent être poursuivis pour assurer, dans un avenir rapproché, la résilience de notre pays dans le secteur de l'électricité. Poursuivant sa communication autour du développement de la formation continue des agents de l'État, un pilier de la modernisation de l'administration, le président de la République demande au Premier ministre de lui faire le point de toutes les ressources budgétaires mobilisées dans ce cadre par l'État et ses partenaires et de lui soumettre avant la fin de l'année 2016 un programme national de formation permanente des agents de l'État à partir des propositions de chaque département ministériel. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en informant le Conseil de sa participation au 16e sommet de la francophonie à Antananarive, à Madagascar. Le Premier ministre a axé sa communication sur les activités gouvernementales en mettant l'accent entre autres sur sa participation au 4e sommet Afrique-Monde arabe de Malabo.
le conseil interministériel qu'il a présidé sur la préparation de la campagne de commercialisation de l'arachide et enfin sur l'organisation du Forum mondial de l'eau à Dakar. Il a ensuite rendu compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point sur l'actualité africaine et internationale. Il a aussi rendu compte au Conseil de la conduite de la présidence du Conseil de sécurité qui est assurée par le Sénégal pour tout le courant du mois de novembre. Appréciant le travail remarquable au nom du pays, le chef de l'État a félicité le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, l'ambassadeur représentant du Sénégal, ainsi que tous les diplomates et le personnel de la représentation permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à New York. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne agricole 2016-2017 et de la préparation de la campagne de commercialisation arachidière qui démarre le 1er décembre 2016 avec un prix du kilogramme d'arachide fixé à 210 francs CFA. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté au Conseil une communication sur le rôle de la science et de la technologie nucléaire dans les différents secteurs de développement. Le ministre des Postes et des Télécommunications a présenté au Conseil une note d'information sur la stratégie Sénégal numérique 2025 dont la mise en œuvre va être engagée autour de 28 réformes du secteur et 69 projets pour un montant global de 1362 milliards. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait au Conseil le point sur les opérations de délivrance des cartes d'identité nationale et de révision exceptionnelle des listes électorales. Il a